Bonjour à vous les amis et bienvenue dans cette ultime partie de cette critique sur la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Évidemment, c'est la dernière partie de critique sur la première saison de Yu-Gi-Oh! C'est extraordinaire. Dire qu'on avait commencé, eh bien je pense il y a tout juste un an. Et bien voilà, aujourd'hui la série va donc prendre fin. Il y aura de la joie, il y aura des larmes, il y aura un petit peu de pleurs, mais je vous rassure, on se sera quand même bien amusé. Malgré sa victoire triomphante sur Maximilien Pegasus au royaume de duellistes, une petite morale à 2 balles sur une gamine de 10 ans du nom de Rebecca, sur le pouvoir de l'amitié, sur l'amour, sur la tendresse, sur la sincérité, voilà, le pharaon n'a tout simplement pas chômé depuis la fin de son retour du royaume des duellistes, et il va même être provoqué en duel par un certain brin ténébreux du nom de Duke Devlin. Évidemment, il serait totalement incapable de battre le grand Devlin à son propre jeu. N'ai-je pas raison, Dio? Les dés sont jetés, le piège est prêt, et bientôt j'affronterai Yugi en duel sur son propre terrain. Je pourrai alors l'humilier et dévoiler au monde entier quelle sorte de vermine il est vraiment. L'argent ne m'intéresse pas, pauvre cloche. Mon mobile est bien plus noble et plus grand, la destruction totale de Yugi Muto. Et oui, le fameux Duke Devlin, propriétaire d'un magasin de jeux de société qu'on n'avait pas encore vu durant cette première saison, va donc lancer un défi au pharaon, parce qu'il l'accuse de calomnie et de diffamation après sa fameuse victoire sur Pegasus, et il va l'affronter sur un terrain tout à fait différent, puisqu'on va non pas avoir un match avec des cartes et des monstres, mais bel et bien un match avec des dés et des monstres, oui, qui va s'appeler le duel des monstres des dés. Voilà, c'est un concept intéressant. Duke Devlin, cette mise en scène cruelle a assez duré. Réglons ça en duel. Et lorsque je t'aurai vaincu, je rendrai sa liberté à mon ami Joey. Assez! Alors, Yugi, Duke, je vais accepter tes conditions. Je ne te laisserai pas humilier un ami sous mes yeux. Nous nous battrons dans le cadre du jeu que tu as choisi, le duel des monstres des dés. Et oui, par un heureux hasard, l'animé va donc décider de nous offrir le fameux duel des monstres des dés. Donc les règles sont assez simples, je vais dire, puisque chaque joueur possède, il me semble, une quinzaine de dés, et chaque dé a une action bien particulière. Il y a d'abord les dés de puissance, donc qui sont représentés par des chiffres allant de 1 à 5 si je ne m'abuse. Il y a également des actions spécifiques avec les dés, on peut équiper ces monstres, on peut leur faire gagner des points d'attaque, des points de défense, et il y a des dés qui vont être utilisés, que ce soit pour des pièges ou pour de la magie tout simplement, pour un petit peu, style un petit échiquier, voilà, c'est comme le monstre de duel avec les cartes, mais c'est avec des dés. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, à l'époque, au moment où j'ai vu ce type de combat, je me suis dit que c'était quand même fichtrement bien foutu. Parce que déjà, c'est quand même assez culotté de la part de l'animé de Yu-Gi-Oh! De sortir un petit peu des sentiers battus, de renier un petit peu ce qui fait sa popularité, à savoir les cartes, parce que c'est quand même de prime abord ce qui fait marcher le monde, ce qui fait marcher la licence Yu-Gi-Oh! Chez Konami, mais là c'était vraiment culotté de la part des créateurs et des scénaristes de la série, et bien de nous mettre un jeu consacré essentiellement avec des dés et avec des monstres, donc franchement c'était assez cool. Tu as droit à 3 dés par manche. Tu lances ces 3 dés en même temps. Tu pourras ensuite jouer en fonction du résultat obtenu. Mais je t'expliquerai tout cela en détail par la suite. Bien, à présent prends les 3 dés qui viennent de sortir. Chacune d'elles a un rôle différent. Observe ce dé vert par exemple. L'icône en forme d'étoile que je viens de lancer représente l'invocation. Pour avoir le droit de t'en servir, il faut impérativement que l'icône invocation apparaisse sur au moins 2 des 3 dés que tu auras lancés. Est-ce bien clair? Donc oui, je dis que ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais quand même, parce qu'il faut savoir que le pharaon Yami, il a quand même pris plusieurs épisodes, même plusieurs minutes avant de se dire, bon, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc lui aussi a un petit peu tatillonné au début, mais franchement l'idée est géniale, c'est un concept intéressant, et rien que le fait de se dire qu'on peut invoquer des monstres avec des dés, qu'on peut les choisir en fonction de leur niveau de puissance comme des cartes, les équiper avec de la magie, avec des pièges, avec des points d'attaque supplémentaires, c'est extraordinaire. Et encore une fois, je le redis, le concept était ingénieux, c'était innovant pour moi à ce moment-là, et c'est un petit peu dommage que l'anime n'ait pas suivi ce mouvement par la suite.
Comme je vous l'ai dit, c'est assez regrettable que l'anime n'ait pas décidé de poursuivre l'aventure avec le duel des monstres des dés. Ça aurait été très intéressant, je trouve, dans certains combats, de varier un petit peu les plaisirs, ou alors certains ennemis qui ont connu le jeu inventé par Duke Devlin et qui en ont appris un petit peu les rouages. Ça aurait été très intéressant, mais bon, c'est un choix qu'on peut respecter de la part de l'anime. Ton règne est terminé, Yugi. Tu vas payer pour avoir triché. Assez parlé! Oh, aucune des icônes n'est identique. La partie vient à peine de commencer et je suis déjà en difficulté. Mais c'est pas juste ça! Il fallait expliquer toutes les règles avant de commencer la partie. Cette histoire de différents niveaux de dés change tout. Vous devriez recommencer. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'âme des cartes, hein, ce truc-là, c'est pas l'âme des dés. Voilà, on a toujours dit l'âme des cartes, et pas l'âme des dés, voilà. Hein. Attention, je ne dis pas l'âme des dés comme l'âme des dés, hein. L'âme, voilà, soul, l'âme des dés. Oui, pardon, excusez-moi, on continue. Et vous savez quoi les gars? J'apprécie énormément le personnage de Duke Devlin. En effet, je ne sais pas vous, mais je le trouve haut en couleur, il est charismatique, il a un background, il a une belle histoire, et puis surtout, la rivalité qu'il va entretenir avec Yugi durant 5-6 épisodes dans cet arc final est très intéressant, je trouve, c'est très bien démontré, et on sent véritablement son envie de faire mal au pharaon. Il ne le déteste pas, il a juste envie de l'humilier et de montrer à tout le monde, à la terre entière, à la ville de Domino, qu'il n'est pas aussi fort que ce qu'on dit. Voici ma condition. Nous ouvrons de nouveaux paquets de cartes et créons notre propre jeu de duel de monstres. D'accord? C'est tout à fait honnête, ça, non? Ce n'est pas honnête du tout. Si on ne joue pas avec ses propres cartes, alors ça devient un jeu de hasard. Il s'agit de l'objet de l'invocation, Yugi. Je t'en dirai davantage par la suite. Pour le moment, lance les dés. Oh non, le destin s'acharne. Il faut même savoir que Duke Devlin, à la base, d'accord, c'est un propriétaire de magasin de jeux société, il est lycéen dans le même lycée que Yugi et ses amis, comme de par hasard, hein. C'est quand même bien foutu par moments les scénarios, mais surtout c'est une victime collatérale de la victoire de Yugi au royaume des duellistes face à Pegasus. Parce que oui, au fil des épisodes, on commence à en connaître un petit peu plus sur le passé de Duke Devlin, on découvre qu'il a rencontré Maximilien Pegasus, qu'il lui a proposé son idée de duel des monstres des dés, ils ont même fait une partie ensemble, et Pegasus était vraiment très intéressé par le projet de Duke, mais malheureusement, après la défaite cinglante et humiliante face à Yugi, eh bien Pegasus s'est un petit peu retiré entre guillemets du marché et n'a plus donné signe de vie à Duke Devlin, ce qui l'a profondément blessé intérieurement. Il me proposait de mettre son hélicoptère personnel à ma disposition afin que je puisse lui parler en détail de mon jeu. Le jour suivant, je fus conduit sur l'île de Pegasus, le royaume des duellistes. C'était la première fois qu'il jouait, mais il m'a littéralement écrasé. Je n'en revenais pas, c'était moi l'inventeur de ce jeu et il ne m'a laissé aucune chance. Il semble que j'ai gagné. Ah, tu es très fort. Il faut bien comprendre que dans la tête de Duke Devlin, quand il voit le pharaon, quand il voit Yugi dans la rue, il se dit « c'est de sa faute si je ne suis pas devenu célèbre, c'est de sa faute si Pegasus ne m'a jamais recontacté ». Pour lui, c'est le bouc émissaire parfait. Et il l'accuse même d'avoir triché en finale du royaume des duellistes. Oh mon pauvre Duke, si tu savais les pouvoirs incommensurables du puzzle du Millennium. Le puzzle du Millennium, il a eu une importance capitale dans cette victoire face à Pegasus, parce que oui, il a tout simplement augmenté la chance de son porteur. Voilà. Donc, Yugi n'a pas triché, il s'est fait aider. C'est pas... On va dire que c'est pareil, mais il s'est fait aider. Par une âme invisible, mais il s'est fait aider. C'est ainsi que nous conclûmes notre marché. Il était convenu que nous signerions le contrat officiel après le déroulement du tournoi qu'il organisait sur son île et qui devait commencer le jour même. Tu n'as pas la moindre idée de qui était réellement Pegasus? C'était un homme admirable, et il le serait encore si tu n'avais pas été là pour détruire tout ce qu'il a accompli. Mais l'heure de la vengeance a sonné, et je vais te briser, Yugi! Alors oui, c'est déjà arrivé par le passé que Yugi se frotte à des adversaires un petit peu plus difficiles, un petit peu plus colériques, mais là on ressent véritablement la haine de Duke Devlin envers Yugi. On a vraiment l'impression qu'il le déteste, qu'il a envie d'en finir avec lui, mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment son ressenti, ce qu'il veut c'est le battre à plat de couture sur un jeu qu'il ne connaît pas, sur un jeu qu'il ne maîtrise pas encore les rouages, alors que Duke...
en connaît un petit peu la quintessence. Donc voilà, c'est vraiment l'humilier aux yeux du monde entier, puisque c'est assez marrant, puisque pendant tout le duel, eh bien les habitants de Domino City vont pouvoir suivre en live, en exclusivité, le duel de Yugi face à Duke. L'admiration démesurée que tu portes à Pegasus t'empêche de voir la vérité. Détrompe-toi, tout est parfaitement clair. Et ce que je vois, c'est un sale tricheur qui ne pourra plus jamais jouer au duel de monstres. Maintenant, joue! Maintenant, tu dois admettre que tout ce qui te sépare de la défaite, c'est le temps que mettra mon mélangeur à me distribuer les prochains dés noirs. Et j'ai le sentiment que ce ne sera pas long. Alors, tu ferais bien de préparer ton départ à la retraite. Je ne peux pas faire grand-chose. Duke Devlin va même réapparaître pendant l'arc de Batailleville, et même là il est important, même là il joue un petit peu le rôle du personnage secondaire, mais un bon personnage secondaire. Il n'est pas là pour faire des vannes, pour faire des phrases beaufs, pour montrer qu'il est le plus musclé comme Tristan peut le faire bien souvent. Non, il a une importance dans l'histoire. Il est présent pour applaudir durant les duels, il est présent dans certains duels d'ailleurs, et il a vraiment un rôle à jouer, et c'est ça que j'adore chez lui. Malgré la victoire à l'arraché de notre pharaon contre Duke Devlin, eh bien les ennuis ne font que commencer pour notre petit pharaon, puisque peu après, eh bien il va y avoir le fameux Kaiba Gate, la fameuse histoire de Kaiba, qui en revenant du royaume des duellistes, ont été un petit peu tirés les oreilles de leurs représentants, de leurs dirigeants de la Kaiba Corp, en prétextant que voilà, ils avaient tout manipulé depuis le début, et on découvre que Kaiba avait créé un monde virtuel, rien que ça. Il avait quand même réussi à créer un excellent monde virtuel, avec des choses assez proches de la réalité, que ce soit les cartes, les lieux, les villes, les personnages, voilà. Il a véritablement fait un style d'Aincrad à lui tout seul, Kaiba. Il a quel âge, Kaiba, au fait, pour réussir à faire tout ça, pour réussir à faire tous ces trucs prodigieux? Makuba. Vous avez collaboré avec ce type répugnant pour vous débarrasser de nous. Vous êtes des malades. Vous êtes tous virés, et je suggère que vous disparaissiez à l'instant avant que je perde mon calme et que je vous fasse disparaître moi-même. C'est tout, croyez-nous. Nous n'avions nullement l'intention de prendre la Kaiba Corp. En fait, nous attendions votre approbation pour lancer notre nouveau produit. Le module virtuel. Il est prêt à être lancé sur le marché. Vraiment impressionnant. Malheureusement, Kaiba va très rapidement se retrouver prisonnier de son propre monde virtuel, enfermé par un ninja sorti de nulle part, on ne sait pas vraiment qui est derrière toute cette manigance, et il va demander à Makuba d'aller le sauver. Il l'a pas vraiment demandé, mais Makuba, lui, il sait pertinemment que Kaiba appréciera bien entendu l'aide de Yugi, son meilleur ennemi, et de Joey, le fameux duelliste de 3ème zone. Enfin, que Kaiba considère comme un duelliste de 3ème zone. Et étonnamment, je dis bien étonnamment, alors est-ce que c'est un choix bien particulier, je ne sais pas, il n'y a que Joey et Yugi qui accompagneront Makuba durant le monde virtuel. Et oui, puisque Théa et Tristan monteront tout simplement la garde face aux éventuels ennemis, aux éventuels maraudeurs qui viendraient les embêter pendant leur sieste du monde virtuel. Je vous en prie, aidez-moi. Makuba? Tu veux dire que le seul moyen pour Kaiba de s'échapper est de gagner le jeu? Mais si ces traîtres ont reprogrammé le système dans le but de garder Kaiba prisonnier, comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais je pensais que vous pourriez m'aider. Je suis content d'avoir mes cartes de duel avec moi, mais en revanche, ce compteur de points de vie m'inquiète plutôt. Je sais bien ce qui se passe dans un jeu vidéo quand on perd une vie, mais qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est pas très rassurant. Finalement, on a peut-être trouvé leur fonction parfaite à ces deux-là. Je veux dire, monter la garde. Ça devrait être une fonction, un prérequis dans la liste et dans la création des personnages quand on élabore un animé. Voilà, monter la garde, on sait désormais que c'est la fonction de Tristan et de Théa. Même si, encore une fois, Théa est quand même bien mieux que Tristan, mais bon, pour le coup, elle va un petit peu jouer œuvre sociale elle aussi. Elle va devoir se plier aux règles du jeu. Je trouve même, à juste titre, que ça leur va parfaitement bien d'être éloignés pendant un certain temps des personnages principaux. Blague à part, je trouve que cet arc du monde virtuel est vraiment très réussi. Certes, il y a des points négatifs, je suis extrêmement d'accord avec vous, mais il y a quand même des choses qui sont bien sympas. Je veux dire, le monde virtuel est bien construit, il est bien pensé, il y a une logique derrière, il y a les propres codes, il y a des propres habitants, il y a des propres citoyens, il y a des propres monstres avec leurs caractères qui leur sont propres, il y a un climat qui est bien défini en fonction des villes, en fonction des régions. C'est vraiment un monde virtuel comme on l'entend. C'est pas un biais monde à la 2 balles qu'on a juste mis quelques maisons, quelques monstres par-ci par-là, non.
Kaiba a vraiment construit un monde virtuel, mais de part en part. Après, bon, les associés ont un petit peu aidé à ce qu'il se développe un petit peu plus dans le mauvais sens, mais pour le coup c'est quand même ingénieux de la part de Kaiba d'avoir réussi à créer ce monde-là, un monde à part entière, c'est presque un univers même. Ah, ça fout quand même un petit coup au petit Noah, hein, qui pensait être le premier à avoir réussi. Eh ben non, Kaiba était arrivé avant toi, cher petit. Non seulement cette partie sur le monde virtuel, ça donne un crédit énorme à cette fin d'animé, à cette fin de saison 1, mais ça permet surtout de se dire que le petit Kaiba, quand même, c'est un vrai génie. Je pense qu'on peut le dire, hein. Le mec, il a inventé, vous savez, les disques qu'il fallait lancer pour faire apparaître les monstres, il a inventé le monde virtuel, il a inventé le disque de duel, la tour de Kaiba Corp, enfin voilà. Il a vraiment fait beaucoup de choses, le petit Kaiba. C'est un sacré petit gredin, mais un gredin ingénieux quand même. Génial! Eh, ça pourrait nous être utile. Emporte-la. Je ne crois pas que ce soit si simple, Joey. 2000 points? J'ai découvert que je détestais les chiens virtuels. Eh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Vous voyez cette montagne? Une vieille femme m'a dit qu'elle avait vu un homme qui s'y dirigeait ce matin avec un prisonnier. D'après elle, il y aurait une sorte d'ancien temple au sommet. Justement, puisqu'on parle de notre petit tombeur de service, et que je n'ai pas encore déversé un petit peu mon petit venin par-ci par-là, je trouve que cette fin de saison est intéressante, mais il y a des choses qu'on aurait très clairement pu s'en passer. Voilà. Je pense notamment à toute l'intrigue autour des ex-dirigeants de la Kaiba Corp qui ont fomenté contre Kaiba, contre Makuba, pour récupérer un poste qu'ils briguaient depuis des années. On aurait très bien pu se contenter du retour des frères Kaiba à la Kaiba Corp, de l'arrivée dans le monde virtuel, et justement qu'il y ait un ennemi qui apparaisse comme ça, dont on ne sache pas d'où il sort, mais le début avant l'arrivée dans le monde virtuel, c'était pas nécessaire à mes yeux. Je vais même vous dire, j'aurais trouvé ça cool qu'on trouve dans le monde virtuel d'anciens rivaux de la série. Vous savez, ceux qui ont été expédiés au Royaume des Ombres par exemple. Ça aurait été très intéressant qu'on retrouve une partie de ces personnages en version internet, en version informatique. On aurait pu retrouver Je suis Panique ou encore les frères Paradox. Ça aurait été génial. Je trouve que c'est une chose qu'on a manqué dans cette saison finale. Mais bon, ça ne concerne que ma petite personne et mon petit avis. Reprenons. Ce n'était pas le bon moyen pour traverser le désert. Hein? Quoi? Alors vous savez comment il faut faire? Non, je ne sais pas, mais je sais que le pâle petit poulet Niwatori est un expert en désert. Pâle poulet? Ah! Vous voulez dire la carte Niwatori? Viens là, regarde. C'est une annonce pour un concours. Un prix exceptionnel, la carte Niwatori sera offerte au valeureux guerrier qui parviendra à vaincre le champion en titre. Signé, le grand chef et promoteur des combats et batailles auprès du Colisée des Ombres. Ouais, je suis désolé, pour revenir à ce que je disais avant, t'as un petit peu l'impression que cette idée de prendre Kaiba comme prisonnier, de se dire bah il a été fait prisonnier par ses anciens associés de la Kaiba Corp, c'était un petit peu la solution de facilité hein, de la part des scénaristes. Mais les gars, vous n'allez quand même pas me dire que votre fonds de commerce, votre vrai fonds de commerce pour cette saison finale, c'était la capture de Kaiba, bordel. Il y avait quand même d'autres choses intéressantes à exploiter. Donc bon, là, c'est quand même une mauvaise idée à mes yeux. Encore une fois, je le redis, selon moi, ça aurait été beaucoup plus sympa d'uniquement se concentrer sur Kaiba et non sur ses anciens associés, et d'avoir peut-être eh bien le retour d'anciens rivaux, d'anciens ennemis du royaume des duellistes, que ça soit Panic, que ça soit les frères Paradox, que ça soit Bandiken, vraiment qui est les rivaux de l'animé mais en version informatique, ça aurait été vraiment cool. Au final, bon, ils n'ont pas fait ce choix-là, on peut le comprendre, on peut respecter, mais c'est dommage. Où suis-je? Tu es avec moi, c'est Kaiba. Le fantôme spirituel, je suis ton prisonnier dans mon propre jeu? Oui, Alors libère-moi, je te l'ordonne. ce monde ne t'appartient plus, hélas. Vois-tu, Kaiba, tu vas avoir le grand privilège d'être livré en offrande au magnificent dragon mythique. Et d'ici là, tu es entre de bonnes mains, crois-moi. Cette problématique va d'ailleurs accentuer mon deuxième point négatif de cette critique, à savoir une fin de saison en totale roue libre. Il n'y a rien qui va après le fait qu'on retrouve Kaiba dans le monde virtuel. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui colle, et je ne pensais pas dire ça un jour, mais Pegasus, tu nous manques bordel, tu nous manques, pourquoi tu n'es plus là Pegasus, pourquoi?
Oui, d'accord, l'arrivée de Yugi, de Joey et de Makuba dans le monde virtuel est intéressante. Il y a des petites références, que ça soit la petite fée qui me fait penser aux fées qu'on pouvait avoir dans les jeux Zelda, qui t'aidaient un petit peu, voilà. Mais il y a des choses qui ne vont pas. On va retrouver un personnage de Mai qui est déguisé en personnage Butterfly, il me semble, et tu ne sais vraiment pas pourquoi elle est là, hein. Il n'y a aucune raison valable qui est donnée, tout simplement. Elle dit juste « j'étais là pour tester le système de Kaiba ». Bah oui, mais c'est pas une raison valable. Pourquoi? Qui t'a invité? Qui t'a demandé de venir? Est-ce que c'est Kaiba? Donc voilà, c'était assez bizarre, je trouve. N'oublions pas, bien évidemment, un plein de monstres énormes, gigantesques, cheatés à n'en plus finir, des histoires sans queue ni tête, des relations sans queue ni tête, notamment la fameuse histoire de jumelles royales entre Makuba et la reine du monde virtuel, hein, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Va savoir pourquoi Kaiba imagine son petit frère en tant que reine, évidemment, et puis une invasion de monstres venus du ciel qui nous fait penser en quelque sorte à un fameux Ragnarok. Regarde, Makuba, on dirait que cette petite fée t'a transformé en fille. Ouais, et tu trouves ça marrant? On dirait presque. Des jumeaux? Absolument. On a entendu quelqu'un qui criait là-bas. C'était moi, j'avais perdu Hiro. Bon, ben voilà, alors tout va bien. Au moins cette fille-là, elle sait comment voyager avec classe. Ça c'est vrai. Makuba, tu devrais être flatté de voir que Kaiba s'est inspiré de toi pour Adena. De moi? Ouais, de toi, votre Altesse. Oh, heureusement que j'adore Yu-Gi-Oh, les gars. Heureusement que j'aime cette licence, parce qu'un il aurait déjà décroché à partir du moment où il entend le mot lien de royauté entre Makuba et une jumelle. Là, il aurait été perdu. Ne parlons même pas de la fin d'animé qui va être une bouillie, un marasme sans nom, où on va avoir des incantations prophétiques. Vous savez, cette terre a connu les grands héros. Ils sont venus, ils ont vaincu. Et il y a également eu un sauveur qui a sauvé cette terre de la famine. Vous voyez, on va avoir des fameuses morts de digitalisation, parce qu'évidemment, c'est un jeu vidéo. Et comme vous le savez, dans les jeux vidéo, quand on meurt, on se digitalise, hein. C'est tout à fait normal, et bien entendu des monstres cheatés par-ci par-là, une attaque de monstres légendaires, ça va être incroyable. Franchement, je ne voulais pas dire que... Vous savez, la saison finale de Digimon, quand ils envoient tout le pâté avec les mechas, les méga dinosaures, les méga Digimon, les waifus, eh bien, par moment, le final de la saison 1 de Yu-Gi-Oh, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars ? Chaque année à cette époque, le royaume qui est voisin du nôtre est contraint d'apporter une offrande au dragon mythique afin de le ressusciter. Le dragon mythique? Préparez-vous. Je n'ai jamais vu autant de monstres de duel à la fois. Comment allons-nous les arrêter tous? Joey, attention, le ninja guerrier! Mais le pire les amis, quand vous pensez que vous avez touché un marasme sans fond, qu'il n'est plus possible d'aller plus loin, eh bien l'animé, il vous dit que c'est encore possible de creuser. Ah oui, vous êtes déjà bien dans la merde, mais on vous dit non, allez-y, encore, creusez, il y a encore de la place. Quoi de mieux d'ailleurs les amis que de titiller un petit peu notre passion et notre envie d'otaku de collectionner les cartes les plus rares de Yu-Gi-Oh! Et bien de nous faire une vente quasiment millimétrée de marketing commercial en pleine fin de bataille finale de cet animé, avec en point d'orgue le merveilleux dragon mythique à 5 têtes, vous savez, le fameux dragon incroyable avec 5000 points d'attaque, 5000 points de défense, et bien qui ferait passer le dieu égyptien Slifer, le dragon du ciel, pour un Minus. Ah non! Bon, très bien. Restons groupés. Nous gagnerons ensemble ou nous tomberons ensemble. Je commence et je convoque les sœurs de Dame Murphy. Qu'est-ce que c'est? Un autre exemple de notre petite reprogrammation. Nous l'avons appelé le sanctuaire de dragons. Je suis d'accord sur le principe de dire eh bien, que nos héros, dans certaines situations, c'est insurmontable, c'est très difficile, que c'est compliqué eh bien, d'avancer parce qu'il y a des monstres forts, il y a des ennemis puissants, des ennemis encore plus surpuissants. Mais vous n'étiez pas obligé d'en faire des caisses, vous n'étiez pas obligé de nous le coller en plein milieu du visage. Voilà, on sait très bien que Yugi et ses amis allaient s'en sortir de toute façon, d'une manière ou d'une autre, mais c'était pas la peine de nous bombarder de monstres cheatés, de prophéties, de liens sans queue ni tête, de raisons valables ou non de certains personnages d'être présents dans ce monde virtuel. Voilà, vous auriez très bien pu le faire simplement sans que ça dégénère les amis.
Oui, je reconnais, je devrais être attristé, déçu, de voir chaque membre de l'équipe de Yugi se faire digitaliser les uns après les autres. Je devrais être ému de voir Makuba se donner corps et âme pour sauver son grand frère, qui lui n'en a rien à battre, d'ailleurs quand on vient le sauver, je tiens à le préciser quand même, mais ça marche pas, ça marche tout simplement pas parce que la fin de saison de cet arc final est en totale roue libre, et c'est difficile d'y accorder un quelconque intérêt. En effet. Il apparaît que l'un d'entre vous ne possède pas de dragon avec lequel attaquer ou se défendre. N'est-ce pas, Makuba? Attendez, vous ne pouvez pas. Non, non, Makuba! Non, non. Makuba! Certes, c'est beau de voir Kaiba et Yugi unir leurs forces, mettre de côté leurs différends pour vaincre le dragon mythique avec une créature encore plus surpuissante qu'à l'accoutumée, mais c'est compliqué d'avoir un véritable semblant de passion pour cet arc final quand on sait que c'est totalement parti en roue libre, qu'il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de choses qui sont injustifiées, enfin à mon sens. Donc oui, par moments, tu sors de cette série, tu sors de l'écran, tu sors de cet univers et t'as du mal à raccrocher. Je vous rassure, tout le monde sort vainqueur de ce duel, les morts reviennent à la vie parce que bien évidemment on ne peut pas montrer des morts dans un dessin animé, attention pas un dessin animé, un animé pour jeunes adolescents un petit peu sensibles, chacun regagne son royaume, regagne son terrain de jeu, sa vie, tout le monde est content, tout le monde rit, et pour moi il est temps de vous donner un petit bilan sur cet arc final de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Pauvre sot, vous êtes si naïf. Ce dragon est peut-être puissant en effet, mais le véritable dragon ultime, c'est le nôtre. Pour l'instant, peut-être. Mais une fois que Kaiba et moi aurons opéré quelques combinaisons, ce sera la fin du dragon mythique. Où sommes-nous? Noble héros, grâce à vous, grâce à votre courage, mon peuple pourra enfin vivre dans la paix et la sérénité. Ce n'est pas nous qu'il faut louer, Adena. Si je devais donner un pourcentage positif sur cette fin de saison, sur ce dernier arc de l'animé, ça se situerait entre 70 et 80%, je dirais. C'est quand même assez positif, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont très bien réalisés. On peut commencer avec le concept du duel des monstres des dés, qui est ingénieux, qui est novateur, l'idée derrière le fameux monde virtuel, qui est bien construit, qui est bien pensé, qui a sa logique, qui a son propre climat, ses propres habitants, ses propres règles, des personnages attachants, à l'instar de Duke Devlin, de Makuba, de Mai, ça fait quand même plaisir de la retrouver après le royaume des duellistes, et c'est également très beau de voir Makuba se donner corps et âme pour sauver son grand frère, histoire de lui rendre l'appareil, après que lui soit venu sauver son petit frère sur le royaume des duellistes, quand Pegasus avait enfermé Makuba dans le fameux donjon, le télé-donjon comme il l'appelait. En revanche, les 30% restants, ce sont les mauvais choix, les incohérences, les problèmes de raison des personnages d'être présents dans l'univers virtuel, des mauvais choix de certains personnages, des choses qui ont été bâclées. Donc oui, c'est parfois un véritable marasme d'ennui, d'incertitude, d'incohérence. On a du mal parfois à se remettre dans le bain, à se remater Yu-Gi-Oh! Pour se dire bon, cet arc-là, il est extraordinaire, il faut que je le regarde. Il y a des moments où on décroche, il y a des moments où on décroche, il y a des moments où on sort de l'univers et c'est difficile d'y retourner en faisant ça. Allons-y aussi, si on ne veut pas passer notre vie à sauver les frères Kaiba. Ah, je préfère ce temple à la lumière du jour. En effet, ce n'est pas très rassurant. Oui, il vaut mieux rester groupé. Bon, d'accord. Voici, mesdames et messieurs, le Seigneur Porky. Moi, je dirais plutôt le Seigneur Groggy. Ah, ça tu l'as dit, pour le champion, ce sera juste une petite visite à la faire. Je vous rappelle qu'on est quand même dans la dernière partie de la saison 1, ça se termine là, et c'est dommage d'avoir bâclé cette fin de première saison qui était extraordinaire jusque-là, en mettant des incohérences, des problématiques qui n'ont pas lieu d'être entre les personnages, et en mettant tout simplement des décisions parfois douteuses, des mauvais choix. Oui, je dirais mauvais choix pour cette critique. Sérieusement, l'occasion, elle était belle pour finir en beauté cette première saison du Yu-Gi-Oh! Il y avait de quoi la finir de manière grandiose et incroyable, mais malheureusement, de mauvais choix, de mauvaises décisions de la part des scénaristes, ont fait que cette fin de saison 1 est tout simplement bâclée, je dirais même, elle est allée beaucoup trop vite. Il y a des moments où on ne sait même plus où donner de la tête, c'est pour vous dire.
Certes, j'ai pas mal crié dans cet épisode final entre guillemets, mais la note globale reste plutôt sympa, puisque la saison finale est assez intéressante, l'arc est bien réalisé, il y a des trucs qui sont cool, que ça soit le duel des monstres des dés, le monde virtuel, les personnages, l'intrigue autour de la Kaiba Corp, donc je mettrai un petit 14,5 sur 20, pas piqué des hannetons. Pour moi c'est une belle note, et franchement, je trouve que c'est quand même une note qui est belle et qui est juste. Voilà les amis, en tout cas c'est ici que s'achève après 33 minutes cette dernière partie de la critique sur la saison 1 de l'anime de Yu-Gi-Oh! Et je suis très heureux d'avoir partagé avec vous ces 4 parties de critique, c'était extraordinaire. Voilà, on a démarré il y a quand même déjà 1 an, alors oui on prend le temps de faire les critiques chez la Minute en Vrac. J'en suis navré pour ceux qui aimeraient bien des critiques Yu-Gi-Oh! Presque tous les mois, mais je prends le temps aussi de varier un petit peu les plaisirs, et je vous rassure, je serai là pour la saison 2, la saison de Batailleville, c'est la meilleure saison de Yu-Gi-Oh! Vous m'entendez? C'est la meilleure, et là il y a des épisodes où je serai assez dithyrambique. En tout cas, vous connaissez la chanson, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir, on est presque à 400 abonnés les gars, n'hésitez pas. Faites péter ce bouton abonné pour qu'on dépasse les 400 abonnés, ça serait merveilleux après 5 ans d'existence, c'est beau, voilà, je trouve que c'est quand même beau. N'hésitez pas aussi à lâcher votre petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça fait toujours très plaisir et je vous en remercie de le faire autant ces dernières semaines. Mettez un petit commentaire, c'est sympa aussi un petit peu de s'échanger des idées entre nous, c'est cool, voilà, c'est un petit peu à la bonne franquette. Vous mettez un commentaire, j'aime votre commentaire, je vous réponds, on discute, ça fait un petit débat, c'est toujours très intéressant, enfin moi j'adore. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez de vous protéger avec les masques, parce que oui, le virus est toujours présent les amis. Faites bien attention à vous, faites bien attention à vos proches. Continuez d'aimer ceux qui vous aiment, vos proches, vos familles, vos amis. Et surtout, c'est le plus important, restez ouverts à la critique. Salut!